je présente du coup alors un nouveau changement dans le programme, mais donc on regrette l'absence de monsieur Frédéric Garnier, mais du coup on a la possibilité d'entendre monsieur Émilien Lejantel qui donc travaille avec lui sur des questions similaires. Donc il fait partie donc du CERT EU et il va donc nous parler de l'impact du cyber sur les missions civiles européenne, surtout du périmètre d'action du CERT et de la stratégie d'accompagnement que le CERT peut avoir sur ses missions. Je lui cède la parole. Oui, bonjour, donc je m'appelle Émilien Lejantel, je travaille avec CERT EU depuis 1 an, principalement sur les questions Cyber Threat Intelligence et analyse sur tout ce qui est incident response. Je vais parler de 3 choses principales aujourd'hui. Donc la première, ça va être un peu le périmètre du CERT EU, en quoi c'est vraiment particulier parce que autant d'un point de vue géographique que d'un point de vue domaine, on a un spectre qui est assez large et comment on priorise les informations qu'on reçoit de différentes sources pour que ce soit le plus utile possible pour nos constituantes, qui sont les institutions et les agences européennes, et donc par dérivation pour également les missions civiles. Ensuite, on va parler de l'approche qu'on a dans notre cadre d'accompagnement qui peut être appliquée sur des missions civiles. Et enfin, je terminerai avec 3 principaux groupes qui sont très actifs actuellement. Cette partie-là est ce qu'on appelle TLP Amber, c'est-à-dire que c'est pas vraiment confidentiel, mais éviter de live tweeter dessus, quoi. Voilà. Donc le scope, ce sont les institutions, les agences, et les corps européens d'une manière générale. Ça fait plus de 65 organisations qui sont réparties sur 25 pays dans l'Europe et un peu en dehors de l'Europe, notamment pour les missions civiles. Là où c'est très intéressant, c'est qu'on a aussi des secteurs très larges. Donc nous, en termes de menaces, c'est très important de se tenir au courant autant des choses qui vont toucher les parties diplomatiques que les choses qui vont toucher les parties transport, les parties santé, judiciaire, comme ça nous permet, nous, quand on a une requête de la part d'une agence, d'une institution, d'une mission, d'être capable de leur donner un overview de la menace qui est adapté à leurs besoins. Donc voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, on a ce superbe nuage de mots. Autour, on a quelques groupes qui nous touchent plus ou moins directement. Donc certains qui vont être vraiment dédiés à du bancaire. Je pense à Drydex par exemple qui est très actif. Mais on peut parler aussi ça a été abordé ce matin, de toute la partie CryptoLocker, CryptoWall, Tesla Crypt. C'est ceux-là qui sont très actifs, qui ne sont pas directement liés à des attaques ciblées pour les institutions européennes et les pays de l'Union européenne, mais qui peuvent avoir des impacts sur les missions, notamment si vous vous retrouvez avec toutes vos données de boulot qui se retrouvent chiffrées et quelqu'un qui vous demande de payer en bitcoin pour vous rendre les données, vous n'avez peut-être pas non plus envie que ça se sache, et donc ça peut avoir un impact autant dans le cadre d'une mission ou même dans le cadre d'une opération. On a énormément de menaces qui viennent principalement de 2 pays, bon, tout le monde sait déjà de quel pays je vais parler, la Russie et la Chine, et puis parfois des menaces qui viennent de pays, on va dire alliés, sur lesquels on ne va pas s'étendre aujourd'hui. Donc voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On qualifie en fait les menaces en fonction de 4 catégories. La première, ce sont nos constituants. Donc, ça va être des menaces qu'on a vues au sein des institutions européennes. Donc ça peut être des infections réussies ou non. Ça peut être des groupes qui vont cibler tel domaine chez telle institution européenne. Donc pour nous, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ce qu'on a observé, c'est que généralement, si on va dire une institution, on va prendre la commission par exemple, reçoit un spear phishing qui essaye d'installer un rat pour faire de l'exfiltration d'informations, il y a de très fortes chances que le Parlement, le Conseil, External Action Service, enfin toutes les autres grosses institutions reçoivent exactement le même type de campagne. Et c'est là où la collaboration entre les institutions, et c'est là où le rôle de CERT EU est très important, de récupérer de l'information et de la repropager auprès des autres, de nos autres constituantes pour faire de la détection et puis pour aussi avoir une base de connaissances sur comment s'en débarrasser, comment le retrouver sur nos postes de travail, quelles sont les techniques qu'ils peuvent utiliser pour se déplacer au sein d'un réseau, des choses comme ça.
Ensuite, on collabore énormément aussi avec les cercles nationaux, quand ils veulent bien collaborer avec nous, parce qu'on est également intéressé sur la partie qu'on appelle EU-centric. Donc ça va être les États membres. Donc on a des relations privilégiées avec des cercles nationaux, mais également avec certains cercles privés de pays de l'État membre, pour échanger le plus rapidement possible de l'information, parce que, on va dire, une attaque qui cible le ministère des Affaires étrangères d'un pays X, il va probablement cibler aussi les ministères des Affaires étrangères des autres pays, et en extension vis-à-vis des institutions européennes, on peut tout de suite penser External Action Service, qui va être un peu dans la même, je dirais, bulle en termes d'intérêt pour les acteurs qui nous menacent. Donc EU Nearby, ça va être les pays non européens mais qui sont proches de nous, donc nos alliés principalement, en Amérique, en Afrique, en Asie, avec lesquels on a des collaborations, et sur certains types de menaces qui sont plus larges, on a tout intérêt à partager aussi des informations. On pense notamment à tous les hacks qui ont ciblé les données personnelles aux États-Unis. Ça intéresse forcément les institutions et les pays européens, parce qu'on peut très bien être victime du même type d'attaque chez nous. Et enfin, le fourre-tout, donc ce qu'on appelle world class. Donc là, c'est des menaces qui n'ont pas l'air spécialement ciblées, qui ont l'air d'attaquer un peu tout le monde. Donc là, on va parler de cybercrime, on va parler de vers qui se propagent sans vraiment regarder qui sont en train de propager. Leur but, c'est d'être le plus gros possible. Donc on pense à des vers qui vont être exploités pour faire du déni service distribué après, ou tout simplement qui vont faire du vol de numéros de carte bleue, des choses comme ça. On essaye. Ça nous intéresse un peu moins, mais quand on a une information qu'on peut automatiser, qu'on peut récupérer automatiquement et partager derrière, c'est intéressant, notamment dans le cadre de ces crypto-ransomware dont on parlait déjà ce matin, parce que ça peut avoir un impact opérationnel sans nécessairement être une attaque cible. Donc, ce qui est très important, j'ai déjà un peu parlé, c'est la partie information sharing. Donc du global vers le local, donc en gros du world class vers le constituency, on essaie de récupérer l'information, on fait de la collection d'informations vis-à-vis de partenaires privés, de cercles nationaux, de nos constituantes, de choses comme ça. On essaie de rassembler un maximum d'informations de la manière la plus logique possible et la plus précise possible, et après on va la repartager dans l'autre sens. Donc c'est vraiment une communauté d'échange, mais sur laquelle, bien sûr, on va être obligé d'appliquer des questions de sensibilité, dans ce qu'on appelle le Traffic Light Protocol. Par exemple, quand il y a une attaque en cours, avec une investigation en cours, on n'a pas nécessairement envie de partager tout de suite avec tous nos partenaires, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont bien garder l'information chez eux, et on ne voudrait pas que le threat actor, donc la personne qui nous attaque, soit au courant qu'on est au courant de sa présence. Et bien sûr, après, tant qu'on n'a pas d'attribution, avec certains partenaires, des fois c'est compliqué de partager. Parce que, un exemple tout simple, quand on a une attaque, on pense que c'est un acteur russe, je ne vais pas tout de suite partager l'information avec Kaspersky. Parce que bien sûr, il peut y avoir des impacts, je dirais, géopolitiques qui ne sont pas de notre sort. Donc on essaye d'appliquer quand même cette logique de contenir l'information au niveau des gens qui ont l'intérêt à la voir. Par contre, on pousse quand même au partage le plus fort possible entre les institutions européennes et puis nos partenaires européens, les États membres, sur des menaces qui nous concernent tous. Alors, quel impact ça peut avoir sur les missions civiles? Donc ça, j'ai découpé ça en 3 parties, parce que pour moi, il y a 3 choses importantes. La première, ça va être la planification de la mission civile, donc c'est avant qu'elle se déploie. Il va y avoir une partie sur, une fois qu'elle est en place, quelles sont les actions et quelles sont les recommandations qu'on peut faire. Et enfin, une partie débriefing qui consiste... donc on va partir sur le classique, l'awareness. Donc ça, je pense que toute personne qui crée une mission civile... Donc on invite les gens, on fait du best practice, il va y avoir awareness, arrêtez d'ouvrir toutes les pièces jointes qu'on vous envoie, évitez d'utiliser d'une manière perso le réseau professionnel, évitez d'installer des jeux craqués, on a le classique. On va avoir les best practices en termes d'infrastructure réseau, donc avoir des backups, être capable d'avoir des logs, choses comme ça. Quels sont les points de contact au sein des institutions, au sein des cercles, au cas où il y a la suspicion d'un incident ou des choses comme ça. Voilà, on reste vraiment sur du très classique. Et puis après, il y a une chose qui est moins souvent faite, mais qui pour nous est assez importante, c'est la partie Cyber Threat Assessment, d'un point de vue général. Donc ça va être expliquer
aux personnes qui sont envoyées en mission, plus spécifiquement aux personnes techniques, quels sont les types de techniques qui sont utilisées par les acteurs connus, comment ils rentrent sur les réseaux. Donc aujourd'hui, et c'est la même chose depuis 10 ans, le truc le plus efficace du monde, ça reste le spear phishing. Vous envoyez un mail à quelqu'un disant voilà, je suis telle personne de telle organisation, voici la liste de personnes intéressantes concernant le pays dans lequel vous êtes, ouvrez ce document, vous aurez le document Word, il y a un petit message qui vous dit pour voir le contenu du document qui est protégé, il faut activer les macros. Vous appuyez dessus, vous avez un truc installé sans vous en rendre compte sur votre machine, ça se propage dans le réseau, et puis là vous êtes parti pour 2 mois pour essayer de vous dépatouiller avec tout ce qui peut traîner au sein du réseau sans jamais être sûr que vous avez tout nettoyé. Et du coup ce serait landscape, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en cours en ce moment. Et enfin, et ça c'est des choses qu'on fait de plus en plus nous au CertU, c'est vraiment du specific threat. Ça peut être au niveau des domaines, par exemple si vous avez une mission civile qui est organisée plutôt dans un cadre diplomatique, nous on a des informations, on a agrégé de l'information, on a fait du threat intelligence, donc on connaît les groupes qui vont attaquer plutôt les aspects diplomatiques, quels sont le type de techniques qu'ils utilisent, quels sont les sujets qu'ils utilisent pour réussir à entrer à l'intérieur, comment ils se déplacent, et on a, je dirais, des sets d'indicateurs de compromission, c'est comme ça en français, d'indicateurs de compromission, comment le détecter au sein du réseau, comment s'en protéger, des choses comme ça. Sur les parties géographiques, on sait bien que si la mission elle est en Ukraine, les groupes qui vont s'intéresser à vous ne sont pas les mêmes que si vous êtes en Afghanistan. Enfin, il peut y avoir un overlap, hein, bien sûr. Mais on peut être, je dirais, attaqué par des groupes légèrement différents. Et donc c'est toujours intéressant aussi de concentrer ses ressources sur des choses qu'on sait qu'ils vont nous cibler plutôt que de commencer à taper sur toutes les choses qui peuvent arriver. Parce qu'on sait tous qu'on est limité en termes de ressources. Donc on peut parler des adversaires qui sont connus et surtout des campagnes en cours, c'est les choses dont je vais parler après. Donc pendant la mission, quelque chose qui est très important, c'est que n'importe quelle mission à l'étranger doit être supportée par un CERT, pour plusieurs raisons. La première, c'est la réponse et le support en cas d'incident. Donc si jamais on sait qu'il y a un collaborateur dans la mission qui s'est fait infecter sa machine ou qu'on pense qu'il y a des données qui ont été exfiltrées, si on ne sait pas quels sont les points de contact et quelle est la procédure, c'est-à-dire faire des images forensiques des machines, faire des dumps de mémoire, des choses comme ça, tout le monde ne sait pas comment on fait ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un support d'un CERT pour ça. Les CERT peuvent aussi donner des alertes, que ce soit au niveau des menaces, mais au niveau des vulnérabilités, en disant voilà, on sait qu'il y a une vulnérabilité qui touche tel logiciel, on sait que vous l'utilisez, patchez maintenant plutôt que dans 3 jours, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des campagnes qui vont essayer d'exploiter ces choses-là. La partie Threat Intelligence, donc là c'est surtout ce qu'on appelle le partage d'informations techniques. Partage d'informations techniques pour les sensors, pour les outils de détection que vous pouvez avoir au sein de la mission. Et le CertU par exemple, et je sais que c'est le cas aussi d'énormément de CERT nationaux, donne aussi d'autres services. Par exemple, nous on fait de la log correlation. C'est-à-dire qu'on récupère les logs d'une manière automatique de certains de nos partenaires, et c'est chez nous où on fait l'analyse de ces logs pour détecter des incidents. Donc c'est très efficace parce que non seulement on a des indicateurs qui sont frais, on détecte les incidents, on a des gens qui sont très compétents et qui sont habitués à faire ce genre de choses, donc les équipes SOC. Et puis en plus, ça permet, je dirais, de libérer un peu de ressources techniques sur les gens qui font principalement du déploiement dans le cadre des missions. On fait du pentest aussi, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement souvent, mais ça peut valoir le coup de prendre 2 jours pour aller regarder un petit peu quels sont les moyens les plus faciles de rentrer sur les réseaux des missions, et parce que il ne faut pas se faire d'illusions, les hackers ils ne vont pas essayer de déployer les normes artillerie pour rentrer si vous avez des services qui sont ouverts et complètement sécurisés. Donc ça vaut toujours le coup. Et enfin, l'information sharing dans les 2 sens. C'est-à-dire que pendant la mission, il faut mettre à jour justement les menaces en cours. Donc il faut envoyer régulièrement, voilà, vous êtes en Ukraine, on sait qu'il y a une nouvelle menace sur ces sujets-là qui peut vous impacter, faites attention. Voici des autres indicateurs à mettre sur vos sondes et des choses comme ça. Il ne s'agit pas de considérer qu'une fois qu'on a préparé les gens au truc, c'est parti pour toute la mission, on va être tranquille. C'est vraiment un travail en continu. Okay. Donc des nouveaux indicateurs et puis surtout un feedback. C'est-à-dire que ça c'est très important, il faut que les gens qui sont en mission aient je ne vais pas les compétences techniques, mais qu'ils aient au moins le sens commun de renvoyer derrière un feedback sur les choses qu'ils voient. Un truc tout bête, même quelque chose qui n'a pas réussi, le fait qu'ils aient été attaqués, c'est une information qui est importante pour
la partie centrale, dans le sens où ça peut impacter d'autres missions, ça peut impacter d'autres organisations qui travaillent dans le même secteur, et donc ce feedback, pas nécessairement un feedback technique, mais le fait qu'ils aient été ciblés, c'est toujours quelque chose d'important. Pourquoi c'est important? Parce que dans la partie débriefing, qui peut être fait soit à différentes étapes, soit à la fin d'une mission, il faut apprendre de tout ce qui s'est passé. Donc les soucis techniques qu'on a pu rencontrer, donc ça, on n'y pense pas toujours. Mais nous, des fois, on a partagé des informations avec des gens, puis on se rend compte 4 mois plus tard, ils ont dit ok, c'est super. Par contre, on n'en a rien fait parce qu'on n'a aucune idée de comment configurer un IDS. Parce qu'on n'avait peut-être pas bien configuré la mission à l'origine, configurer comment ça allait se passer. Il n'y avait pas nécessairement les compétences techniques sur place, donc c'est toujours bien d'avoir un feedback sur même les petits problèmes techniques que les gens peuvent rencontrer. Les incidents en cours, et la manière aussi dont les gens en mission ont perçu la menace. Parce que ça va nous aider à mettre à jour ce threat landscape dont je parlais au début, pour toutes les futures missions. Donc que ce soit général, domaine spécifique ou area spécifique. Donc c'est pour ça que le feedback des gens sur place, il est toujours un peu différent du feedback que nous on peut avoir par rapport aux quelques mails qu'on a échangés avec les gens. Ils disent ah oui, en fait on a eu un problème avec un ransomware, un truc comme ça, dont ils n'avaient pas parlé parce que ils avaient fait autrement, ils avaient juste installé la machine et puis basta, voilà, c'est fait. Ça peut nous intéresser, ils se sont dit ok, ça veut dire que en fonction de ce que vous faites, vous pouvez être ciblé aussi. Voilà, donc là je vais passer vite sur 3 groupes qui sont très actifs en ce moment. C'est assez marrant parce que les 3 groupes ont à peu près la même origine géographique. Donc le premier dont je vais parler, qui a été très actif depuis 2014, c'est APT29, également Cozy Beer, Cozy Duke, TempMonkey. Donc ça c'est un problème qu'on a dans le monde du threat intelligence, c'est que chaque compagnie privée, chaque CERT national a son propre nom pour un même groupe et on passe du temps à essayer de comprendre ah mais en fait ils parlent des mêmes mecs. Et donc ça c'est aussi une partie d'analyse qu'on doit faire. Donc a priori c'est eux qui ont ciblé la Maison Blanche et le State Department octobre-novembre 2014. Ils ont ciblé des institutions européennes en 2015, plusieurs fois. La dernière campagne qu'on a observée c'était pendant cet été, donc typiquement quand il y a un peu moins de gens techniques qui sont là, qu'il y a des gens en vacances, c'est toujours un bon moment pour aller attaquer, les grosses infrastructures parce qu'ils savent très bien que le temps de réponse va être un peu plus long. Et quelque chose qui est très intéressant au niveau de ce groupe-là, c'est qu'en fait, leur arsenal est très large. Ils ont beaucoup de différents malwares, ils ont beaucoup de différents droppers, ils ont beaucoup de différents éléments techniques pour rentrer à l'intérieur et pour être persistant, c'est-à-dire rester à l'intérieur du réseau. Et il nous a fallu un certain temps avant de comprendre que c'était le même groupe qui utilisait tous ces outils. Parce qu'on voyait des rapports de telle compagnie, on va dire FireEye, il y avait CrowdStrike qui faisait quelque chose, il y avait FoxIT qui faisait quelque chose. Et puis ils nommaient différemment. On disait ça c'est bizarre, c'est des techniques qui ressemblent. Mais en fait, il semble que c'est un groupe du coup qui est très organisé, qui a une base de développement commune, mais qui est capable très rapidement, en fait, une fois qu'ils ont un outil qui est détecté, d'en sortir un nouveau pour leur nouvelle campagne. C'est pour ça qu'on pense, et beaucoup dans le milieu pensent, que c'est un groupe qui est financé par un État, directement ou indirectement. Ils ont beaucoup de personnel, beaucoup d'opérateurs, parce qu'on voit qu'ils sont très réactifs. C'est-à-dire à partir du moment où ils détectent qu'on les a détectés, on voit qu'ils ont tendance à changer de technique, ils ont tendance à essayer de se propager plus rapidement dans le réseau, à effacer leurs traces, pour rendre notre analyse plus compliquée. Ils utilisent beaucoup de techniques anti-forensics, beaucoup de techniques anti-reversing. Donc ça prend du temps, ça prend des ressources pour être capable d'analyser ça correctement. Ils ont une infrastructure qui est très large et qui est répartie dans le monde entier, donc en Europe, en Russie, aux États-Unis. Donc ils ont vraiment des serveurs partout, c'est vraiment un groupe assez large. Leur technique préférée pour rentrer, c'est le spear phishing, comme beaucoup de ces groupes-là, parce que c'est ce qui marche, c'est pas cher, et ça marche encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours aujourd'hui, il y a des gens qui vont ouvrir un mail, ils ne savent pas trop ce que c'est, ils vont cliquer dessus. Et notamment, beaucoup de campagnes sur les fax. Donc, parce qu'a priori, il y a énormément d'agences et d'institutions qui ont encore l'utilisation de fax, donc qui utilisent ce qu'on appelle du e-fax, donc des devices qui vont remplacer les vieux fax et qui ont tendance à envoyer un mail directement au destinataire. Et donc en fait, ils utilisaient tout simplement les mêmes types de sujets, les mêmes types de pièces jointes. Donc ça ressemble à un fax qu'on pourrait avoir reçu, et donc les gens l'ouvrent, c'est parti. Après, ils n'exploitaient pas tellement ce qu'on appelle des 0D, donc des vulnérabilités récentes. Des vulnérabilités qui ne sont pas encore patchées, enfin qui ne sont pas encore connues du grand public. Mais des techniques toutes simples en fait, soit de vieilles versions, parce qu'ils savent très bien que dans les administrations, les mises à jour, c'est pas nécessairement toujours rapide,
Et tout simplement, dans le cas de Word Document, le simple fait d'avoir une macro qui va exécuter du code derrière avec les droits de l'utilisateur, ça marche toujours très bien. Donc comme je disais, ils ont ciblé au moins une douzaine d'institutions européennes. Certaines, ça a été avec succès, d'autres, ça a été bloqué avant de rentrer dans le réseau, donc par les détections antivirus, par les IDS, des choses comme ça. Beaucoup de cibles en Europe aussi, au niveau des pays, gouvernementale, diplomatie, défense, en fait tout ce qui intéresse les autres États. Donc c'est ça aussi qui nous fait penser que le groupe agit avec le support d'un État derrière. Et puis de toute façon ils ont plus ou moins ciblé le monde entier, principalement je dirais, dans l'Europe de l'Ouest. Enfin, dans le monde de l'Ouest. Deuxième groupe, ça c'est un groupe qui est très vieux aussi, même origine géographique, travaille depuis au moins 2009, et qui cible principalement les gouvernements, les ministères des Affaires étrangères et les ministères de la Défense. Donc je pense que ça concerne un petit peu les gens ici. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Là où le groupe précédent, c'était la grosse artillerie, là on a un groupe qui est très discret. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même pas mal de temps avant qu'on se rende compte qu'il existe, avant qu'on se rende compte qu'il était déjà dans nos réseaux. Dès qu'ils ont la suspicion qu'ils ont été détectés, ils changent très rapidement d'infrastructure. Donc les indicateurs de compromission qu'on peut avoir, ils sont très vite obsolètes, malheureusement. On a vu aussi qu'ils ont utilisé des charges actives, une cible, une charge active. Donc nos systèmes de signature qu'on a dans nos antivirus sont complètement obsolètes vis-à-vis de ce type de menace. C'est-à-dire que vous détectez une cible, vous dites « Ah ok, ça c'est le hash, donc la signature entre guillemets de ce malware ». Celui qui va être envoyé au mail d'à côté, il sera complètement différent parce qu'ils utilisent des systèmes de randomisation en fait, au sein de leur code, qui fait qu'ils sont extrêmement difficiles à détecter, ils sont extrêmement difficiles aussi à repérer avant qu'ils soient à l'intérieur. Ils utilisent beaucoup aussi des techniques de watering hole, donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros le principe c'est qu'ils vont infecter un site populaire pour une organisation. Par exemple, imaginons je suis ici, il y a un restaurant à côté où je sais qu'il y a beaucoup d'employés qui vont aller, les employés vont aller regarder les horaires sur le site, la page web du restaurant. Donc ils vont attaquer cette page web, ils vont mettre un bout de code, donc un bout de JavaScript dessus, qui va identifier que c'est des employés de ce bâtiment-là, et à ce moment-là, il va les rediriger vers un site qui va les infecter. Donc c'est extrêmement malin parce qu'il n'y a pas de spear phishing, le site en question c'est un site complètement légitime, ils ne savent pas qu'ils ont été piratés et ça peut être très efficace. Notamment, on a vu beaucoup de cas, c'est le ministère des Affaires étrangères en Égypte, qui avait été le site web du ministère des Affaires étrangères en Égypte, qui avait été piraté. Pendant 3 jours, il y avait un JavaScript qui avait été posé sur ce site. Parce qu'il y avait une réunion de dignitaires européens en Égypte. Donc on pouvait penser que les dignitaires en question allaient visiter le site des Affaires étrangères. Et donc à ce moment-là, ça permet non seulement d'être très efficace dans le ciblage, mais aussi d'être très discret, parce qu'au final, on ne va pas cibler tant de personnes que ça. Et on va cibler que des personnes intéressantes. Donc on est très loin du mass mailing où on essaye d'infecter un maximum de gens. Ils ont aussi été connus pour utiliser des cover channels, donc c'est-à-dire des rebonds en fait, en utilisant des liens satellites, ce qui fait que d'un point de vue géographique, c'est extrêmement difficile de savoir où est physiquement localisé le serveur. Parce que ce que l'on peut faire en tant que CERT, si je sais par exemple c'est un serveur qui est hébergé en Belgique, je vais contacter le CERT belge, je vais contacter les services de police belges, je vais leur dire voilà, il y a un truc, il est hébergé chez vous, et il est utilisé par un groupe qui nous attaque, donc faites quelque chose, faites une saisie, on peut mettre en place un processus judiciaire. Avec ces cover channels, c'est très difficile parce qu'en fait on ne sait pas vraiment d'un point de vue géographique où il est situé. Sinon des fois ils mettent tout simplement les serveurs dans des pays qui n'ont rien à faire de nos demandes. Ce qui est très efficace aussi. Donc ils ont ciblé, ils ont été très actifs récemment, très récemment, notamment sur des ministères des Affaires étrangères de pays européens, avec une campagne qui utilisait comme thème les migrants et le risque que des terroristes se mêlent auprès des migrants, et donc c'était un fichier PowerPoint avec une liste de terroristes listés par le FIA. Et il ciblait vraiment des gens qui pouvaient être intéressés par ce type de document, et ça a été plutôt efficace au sein des ministères des Affaires étrangères. Parce qu'il y a au moins un ministère des Affaires étrangères d'un pays membre qui a été infecté et qui a été utilisé comme base
pour lancer des nouvelles attaques auprès de d'autres ministères des Affaires étrangères. Vous comprendrez que je ne donnerai pas de nom de pays exact. Ils ont aussi attaqué un peu le secteur financier, mais c'est plus sporadique que les côtés diplomatie, défense et gouvernemental. Et enfin, le dernier, ça a été cité tout à l'heure, un PT-28. Globalement, eux, ils ont été très actifs pendant toute la campagne russe en Ukraine, au sujet des cibles, mais aussi des thèmes abordés. C'est-à-dire que des grosses campagnes de spear phishing qui ciblaient beaucoup de gens qui pouvaient être liés à ça, toujours du diplomatique gouvernemental, des entités militaires. Et ils ont ciblé en gros tous les gens, enfin tous les États et toutes les organisations qui pouvaient être intéressées par le conflit en Ukraine. A priori, dernièrement, nous, on a des indicateurs disant qu'ils recommencent des campagnes en ce moment, toujours sur les mêmes sujets, donc des sujets qui concernent l'OTAN, qui concernent l'Ukraine, qui concernent la Russie. Au niveau des techniques, eux, par rapport aux deux groupes d'avant, ils utilisent énormément de vulnérabilités non patchées. Ça veut dire qu'ils ont un système d'approvisionnement pour ce type de vulnérabilité, donc sur les darknets, sur les réseaux clandestins, et souvent ce sont des indicateurs de groupes qui sont aussi sponsorisés par des États. Donc j'ai pas donné le pays pour ces trois groupes, mais je pense que tout le monde l'aura deviné. Donc voilà, en conclusion, nous au CERTIU, on travaille énormément avec ce qu'on appelle du Advanced Persistent Threat, des attaques qui sont très ciblées, surtout pour des raisons de cyber-espionnage. Là j'ai cité un pays, mais on pourrait parler de Regin, on pourrait parler de Five Eyes, on pourrait parler de cette pléthore de groupes chinois où on ne sait pas trop si c'est un seul groupe ou si c'est juste un seul groupe avec différentes équipes dans le groupe, c'est vraiment différents groupes. On a des groupes criminels aussi, qu'on voit beaucoup parce qu'en fait ils ciblent tout le monde. Des fois on a des attaques opportunistes, donc tout simplement il y a une nouvelle vulnérabilité dans un truc et poum, là pendant 2 semaines il y a énormément de trucs qui arrivent qui essaient d'exploiter cette vulnérabilité, mais ça n'a pas l'air très technique, donc on a l'impression que c'est peut-être du cyberactivisme parce que ce sont souvent des gens qui sont un peu moins développés d'un point de vue technique. Mais globalement ce qui est très intéressant, c'est que même quand ce jeu d'attribution auquel j'ai un peu joué aujourd'hui, pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, parce qu'il y a des intérêts aussi géopolitiques dans le fait de dire que c'est tel ou tel pays qui fait telle ou telle chose. On se rend compte des fois qu'il y a des overlaps. Donc on a deux groupes avec deux, batteries d'outils, des techniques très différentes, mais qui s'intéressent aux mêmes cibles. Et on a l'impression que ce sont deux groupes qui sont tous les deux sponsorisés par un État. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous, on a déjà eu des machines dans certaines institutions européennes où les deux groupes étaient là. Et il y a un groupe qui commence à supprimer l'infection de l'autre groupe. Donc même au sein de certains pays, au sein de certaines agences, on peut penser qu'il y a aussi une espèce de cyberguerre dans le cadre du cyberespionnage. Deux choses qui sont très importantes, c'est les deux dernières, c'est le reporting. Donc quand on est ciblé, il faut penser aux copains peuvent être ciblés aussi, et des fois on a des indicateurs qui peuvent les aider à détecter la menace. Et puis l'information sharing, ça c'est très important, et aujourd'hui on a un souci, nous, c'est qu'il n'existe pas vraiment... En fait on a différentes sources, on a des sources privées, on a des sources publiques, on a des partenaires, et aujourd'hui on a une bonne partie de nos indicateurs qui viennent du secteur privé non européen. Donc à quel niveau on peut avoir confiance dans l'information qu'ils nous donnent, et c'est pour ça que pour nous, l'information la plus importante, c'est celle de nos partenaires européens et surtout nos constituants, donc des agences et des institutions. J'ai peut-être un peu dépassé le... On va, de toute manière, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions ciblées qui seront peut-être... Moi j'en ai juste une si vous voulez bien. Oui, et il y en aura une deuxième, et puis donc on passera assez rapidement pour pouvoir... De toute manière, on aura une table ronde après, mais... Vous dites que toute mission à l'étranger doit être supportée par un CERT. Est-ce que vous avez des capacités de déploiement à l'étranger pour supporter les actions dans un territoire en dehors de l'Union européenne? Alors aujourd'hui, on a les compétences techniques, on a le personnel qui nous permettrait de le faire.
Et c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, mais on pousse pour le faire. Nous, on est prêts, en tout cas au CRTU, on pousse vraiment dans ce sens-là, parce qu'on a plusieurs intérêts à le faire. C'est déjà tout simplement d'un point de vue collaboration avec l'ensemble des institutions et l'ensemble des États membres. Et c'est surtout que pour nous, ça nous permet d'affiner justement notre partie Cyber Intelligence. Et on a des informations fraîches. Donc oui, on est prêt à aller déployer, et c'est une volonté en tout cas du CRTU dans les mois et les années qui viennent. Même si c'est pas ma responsabilité de m'engager là-dessus. Simple employé. Vous avez une question au fond? Oui, une question sur justement le partage d'informations. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que vous gardiez certaines informations à votre niveau, notamment pour éviter que vous aviez un début d'attribution. Ma question va être double. Quand vous faites cela, est-ce que vous partagez quand même avec certains partenaires? Et du coup, comment est-ce que vous confinez cette information? Et sinon, si vous ne partagez pas, est-ce que ça ne risque pas de donner un avantage tactique à l'attaquant, ça, si tout le monde fait ça? Ou au contraire, est-ce que vous, ça vous donne un avantage tactique de ne pas partager cette information? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait ne pas tout de suite partager l'information. Des fois, il y a le système de Traffic Light Protocol, donc Red, Amber, Yellow, Green. Donc en fait, le plus haut niveau, donc TLP Red, ça veut dire qu'on n'est pas censé le partager en dehors de notre organisation. L'avantage qu'on a en tant que CRTU, c'est que notre organisation, c'est toutes les institutions européennes. Donc par exemple, des fois on a des partenaires privés qui ont détecté un nouveau malware. Ils nous disent « Ok, on a commencé à travailler dessus, voilà des indicateurs pour que vous le détectez chez vous, parce qu'en fait ils espèrent bien avoir un retour de notre part. Donc ils nous donnent l'information, ils disent voilà, ça c'est TLP Red jusqu'à la semaine prochaine. Parce que la semaine d'après, ils vont sortir un rapport, ils ont un intérêt commercial à le faire parce qu'ils veulent être les premiers, et puis des fois ils ont un intérêt stratégique parce que les serveurs de command and control par exemple, ils sont toujours online, et du coup ils veulent pas que ça sorte encore. Ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est que de toute façon c'est toujours en temps limité, et du TLP Red ça va être généralement très court, on parle d'une semaine, parce qu'il y a une investigation en cours. On a les CERT nationaux aussi qui travaillent très très bien dans certains domaines, notamment il y a certains groupes, certains CERT nationaux sont très en avance par rapport au monde entier dessus, et en fait c'est un réseau de confiance, c'est-à-dire qu'ils nous confient l'information, et en gros ce système de Traffic Light Protocol, il est relativement souple, d'une manière à ce qu'ils nous disent voilà, vous ne le partagez qu'avec des réseaux de confiance. Donc typiquement, si on sait qu'il y a un pays qui a été ciblé et qu'il a tout intérêt à le savoir tout de suite, on va partager l'information le plus vite possible. Souvent, on va garder l'information pour nous, dans le sens où on ne va pas la propager à tous nos partenaires, parce qu'on ne sait pas encore si c'est pas un de ces partenaires qui peut être derrière. Mais globalement, l'idée, c'est de partager au maximum dans la mesure du nécessaire. Sachant qu'au final, après un certain laps de temps, de toute façon, l'intérêt c'est que tout le monde soit au courant, quoi.